Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Histoire de la collaboration 1940-1945 de François Broche et Jean-François Muracciol, lu par François Cottrell. Prologue. La collaboration. Origine, cause, prémisse. 3/4 de siècle après l'effondrement de 1940, la collaboration demeure le plus délicat des problèmes posés par la défaite et la division de la France. Pour qui se refuse aux idées reçues ou aux caricatures, la raison en est simple. Il s'agit d'un concept générique, flou, que l'on a dès la Libération chargé d'une mission impossible, consistant à ranger sous une étiquette commune des Français d'origine, de motivation et de conduite très différentes, souvent contradictoires. Par nature, la collaboration ne pouvait être un bloc, car elle groupait pêle-mêle toutes les variétés des types et des comportements humains, et qu'en outre, dès juin 1940, elle comprenait une infinie variété de formes et de niveaux. Elle n'a jamais inspiré une politique clairement déterminée, fixée une fois pour toutes, car elle exigeait une adaptation permanente aux circonstances, aux exigences de l'occupant, à l'opinion des Français, au déroulement de la guerre mondiale. Elle recouvre un large éventail d'idées et de comportements qui ne se laissent pas facilement cerner, qu'il est impossible d'enserrer dans un cadre rigide. Son existence n'en a pas moins laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la France contemporaine. Un phénomène sans précédent dans l'histoire de France. Une longue tradition d'historiographie militante, d'Henri Guillemin à Annie Lacroix-Riss, s'est efforcée d'établir des similitudes entre les épisodes de défaite militaire suivis d'une occupation étrangère, 1814-1819, et surtout 1870-1873 et 1940-1944, pour dénoncer la tendance défaitiste, capitularde, voire purement et simplement collaboratrice des élites françaises, qui auraient ainsi cherché dans les armées étrangères le rempart contre le péril de la subversion intérieure, de la Commune de Paris en 1871 à la poussée sociale du Front populaire en 1936. En 1974, dans un ouvrage devenu un classique, l'essayiste et critique littéraire Henri Guillemin, 1903-1992, adepte d'une contre-histoire, dressait le parallèle entre le comportement des élites françaises, les gens de bien, de 1870-1871, et celui de leurs héritières de 1936-1940. Dans les deux cas, un ultra-pacifisme tendant au défaitisme, qui n'aurait été dicté que par la volonté de défendre l'ordre social intérieur menacé. Ces analyses relevant avant tout d'une histoire engagée, pour ne pas dire partisane, n'aident pas vraiment à saisir ce qui se joue en France entre 1940 et 1944. On comprend mal, par exemple, pourquoi cette même bourgeoisie française, entre deux phases défaitistes, serait brusquement devenue cocardière et nationaliste en 1914, alors que la Belle Époque a été marquée par une série de vifs conflits sociaux et la montée inexorable d'un puissant mouvement ouvrier dans sa forme syndicale ou politique. On comprend mal aussi pourquoi, en 1940, le recrutement des premières forces françaises libres est si socialement aberrant, rassemblant une proportion de fils de bonne famille sans commune mesure avec le poids relatif de ces milieux dans la société française. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu une active collaboration économique. En réalité, bien que le mot soit ancien, la collaboration, du type de celle qui exista dans la France des années 1940-1944, demeure sans précédent dans notre histoire. Toute collaboration est en effet la conséquence de l'occupation du territoire national ou d'une partie du territoire par une armée victorieuse. En sens inverse, toute occupation n'entraîne pas automatiquement une collaboration de la population ou d'une partie de celle-ci avec l'occupant. Ainsi, l'entrée des troupes prussiennes et russes dans Paris le 31 mars 1814
n'a suscité chez les Parisiens qu'une relative curiosité, avivée par les premières initiatives royalistes visant à placer sur le trône le comte de Provence, Louis XVIII. La seule manifestation qui puisse s'apparenter de loin à une forme très atténuée de collaboration fut l'accueil enthousiaste réservé par le petit peuple du faubourg Saint-Denis aux troupes étrangères qui allaient défiler sur les Champs-Élysées avant de gagner leur cantonnement de Neuilly. L'épisode fut au demeurant de courte durée. Le 3 juin, un mois après le retour de Louis XVIII à Paris et la signature du premier traité de Paris, 30 mai 1814, les vainqueurs quittaient la capitale pour prendre la route de Vienne, où un congrès international devait se réunir à partir de septembre pour décider du sort de la France vaincue et de l'Europe. Le provisoire avait duré 8 semaines. Il n'occasionna aucun conflit, il ne laissa aucune trace. L'année suivante, tandis que les puissances européennes débattaient à Vienne, Napoléon, exilé à l'île d'Elbe depuis le 20 avril 1814, faisait un retour fracassant sur le sol français. En 3 semaines, du 1er au 20 mars 1815, volant de clocher en clocher, l'empereur déchu reconquérait son trône et reprenait les armes à la fois contre l'ennemi intérieur royaliste et contre l'ennemi extérieur coalisé. La défaite de Waterloo, 18 juin 1815, mettait un terme définitif à l'épopée napoléonienne. Une nouvelle fois, le vainqueur occupait la France. Louis XVIII se voyait imposer le second traité de Paris, 20 novembre 1815, dont les conditions étaient dures, mais qui rétablissait la France redevenue monarchie dans sa pleine souveraineté. Le traité prévoyait l'occupation du territoire, réduit à ses frontières de 1789, pour une durée de 5 ans, par une armée coalisée dominée par l'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche, commandée par le duc de Wellington. Le traité prévoyait également une indemnité de guerre de 700 millions à payer par versement quadrimestriel, ainsi que l'entretien, dépenses de bouche, d'habillement et de casernement, de l'armée d'occupation. À l'été 1815, ce sont des forces d'un peu plus de 1 200 000 hommes, soit l'équivalent des forces allemandes en France au printemps 1944, qui investissent le territoire sur un large arc de cercle comprenant tout ou partie de 61 départements. De la Bretagne à la Provence, en passant par le nord, l'est et les Alpes, ces forces gardent littoraux et frontières. Le comportement des troupes d'occupation est dur, comme s'il fallait faire payer à la France le prix des 100 jours et d'une ultime et sanglante campagne. Tout au long de l'été 1815, les cas de pillage, de viol ou d'incendie de maisons sont fréquents. De nombreux maires et même des préfets qui tentent de s'opposer à ces comportements sont brutalisés, et certains transportés comme prisonniers en Allemagne. Les plus redoutés et les plus haïs des coalisés sont les Cosaques, même si les autres troupes russes se comportent plutôt convenablement, et surtout les Prussiens. Blücher lui-même campait en soudard au château de Saint-Cloud, donnant l'exemple de la rapine. Après la conclusion du second traité de Paris, les forces d'occupation furent réduites à 150 000 hommes et cantonnées dans les régions frontalières du nord et de l'est, où les casernes, les forteresses et les places fortes étaient toutes occupées. Désormais mieux tenues en main par leurs officiers, ces troupes manifestèrent un comportement globalement correct. Malgré tout, dans une France politiquement très fragile, le mécontentement ne tarda pas à se manifester dans les régions occupées, en particulier en raison d'une forte augmentation du prix du grain. L'occupation aggravait les effets d'une sévère crise frumentaire, 1816-1817, qui avait elle-même des causes diverses, parmi lesquelles le dérèglement climatique mondial provoqué par l'explosion du volcan Tambora en Indonésie en 1815. La hausse du prix du grain, comme sous l'Ancien Régime, suscita dans de nombreuses régions, et qui n'étaient pas toutes occupées, des mouvements de protestation, confinant parfois à l'insurrection, surtout entre novembre 1816 et janvier 1817, puis en mai-juin 1817, rarement accompagnés de flambées d'opposition politique, mais suffisamment violents pour alimenter la crainte des ultras de voir les troupes alliées quitter la France. Pour réduire ces troubles, et au moment où les élections de 1816 et 1817 montraient les nets progrès de l'opposition libérale, les mêmes ultras réclamaient une banqueroute partielle de l'État.
Insensible à la démagogie ultra, le gouvernement du duc de Richelieu et de son ministre des Finances, le baron Corvetto, entendait honorer les engagements de la France tout en cherchant le moyen de faire cesser au plus vite l'occupation. La question était avant tout financière et ne pouvait être réglée que par un accord avec un consortium de banques anglaises, Baring, et néerlandaises, Hope, qui avancèrent environ 300 millions à la France en échange de l'émission de titres de rente publique à des conditions très avantageuses. Toutefois, le traité de Paris comportait une seconde clause financière encore plus périlleuse. Bien que ne fixant aucun chiffre, tout comme le traité de Versailles de 1919 à propos des réparations, il autorisait les Alliés à demander réparation financière à la France pour les dommages provoqués sur leur sol par les armées napoléoniennes. C'était ouvrir la boîte de Pandore. Si les Britanniques présentèrent des demandes raisonnables, il n'en alla pas de même des petits États allemands et de la Prusse. Bientôt, les coalisés en vinrent à réclamer 1,6 milliard à la France, somme totalement irréaliste. Sur la proposition du tsar Alexandre, Wellington fut choisi comme arbitre et, à partir d'estimations fournies par la banque Rothschild, il proposa de ramener le montant à 240 millions, ce qui était peu ou prou l'estimation initiale. Il fut convenu que cette somme serait réglée par de nouvelles émissions de rente publique, pour un total de 14 millions, ce qui soulageait les finances royales à court terme, mais accroissait considérablement l'endettement du pays et imposait un lourd fardeau fiscal pour les 10 ou 15 ans à venir.